ne sais pas oh quelle année cette année-là. Claude François. Un nom qui, pendant des décennies, a fait battre le cœur de la France au rythme de la pop. Un artiste obsédé par la perfection, par le mouvement, par l'énergie, par cette idée presque douloureuse que la scène ne tolère aucune faiblesse. Derrière le sourire maîtrisé, derrière les chorégraphies millimétrées, il y avait un homme qui regardait toujours ailleurs. Vers plus haut, vers plus grand. Avant de disparaître brutalement, Claude François ne parlait pas seulement de succès ou de records. Il parlait de musique comme d'une discipline exigeante, presque cruelle. Et surtout, il parlait des autres, de ceux qui l'avaient marqué, inspiré, parfois intimidé. Non pas des rivaux, mais des figures qu'il respectait profondément, même lorsqu'elles semblaient appartenir à un autre monde artistique. Car Claude François n'a jamais créé dans le vide. Il observait, il analysait, il apprenait. Chaque geste, chaque respiration sur scène, chaque silence entre deux notes pouvait devenir une leçon. Certains artistes lui ont montré ce qu'était le charisme, d'autres lui ont révélé la puissance du corps, d'autres encore lui ont rappelé ce qui lui manquait peu, être sans jamais le dire à voix haute. À la fin de sa vie, lorsqu'il regardait son parcours avec lucidité, 6 noms revenaient comme des repères. 6 étoiles musicales, françaises et internationales qui ont façonné son exigence, nourri ses ambitions et parfois réveillé ses doutes les plus profonds. Alors, une question demeure. Quels artistes ont façonné l'exigence artistique de Claude François et quel nom surprendrait le plus aujourd'hui? Numéro 6. Frank Sinatra. Il n'y avait rien de spectaculaire, au premier regard, chez Frank Sinatra. Pas de danse frénétique, pas d'effet inutile. Et pourtant, Claude François voyait en lui une forme de pouvoir presque inquiétante. Sinatra n'avait pas besoin de bouger pour dominer une salle. Il se contentait d'entrer, de se tenir droit, de laisser tomber une phrase musicale avec une précision chirurgicale. Le silence lui appartenait déjà. Claude François admirait cette maîtrise absolue. Lui qui se battait contre chaque seconde sur scène, contre chaque détail technique, observait Sinatra comme on observe un maître d'échecs. Chaque geste était mesuré. Chaque respiration semblait calculée, rien n'était laissé au hasard, mais tout donnait l'illusion de la facilité. C'était exactement ce paradoxe qui fascinait Claude François. Dans les années 60 et 70, Sinatra incarnait une autre idée du star system. Une autorité naturelle, presque aristocratique. Claude François, plus nerveux, plus exigeant envers lui-même, savait qu'il n'aurait jamais cette nonchalance. Mais il respectait profondément cette capacité à contrôler une salle sans jamais forcer le trait. Pour lui, Sinatra représentait la discipline cachée derrière l'élégance. Il y avait aussi chez Sinatra une forme de distance émotionnelle qui impressionnait Claude François. Là où lui se donnait entièrement, parfois jusqu'à l'épuisement, Sinatra semblait toujours garder une part de mystère. Cette retenue était une force, une leçon silencieuse. Claude François comprenait que la puissance ne réside pas toujours dans l'excès, mais parfois dans le retrait. Frank Sinatra n'était pas un modèle à imiter, mais un repère. Une preuve que la scène pouvait être dominée autrement, sans agitation, sans démonstration, juste par la présence. Et dans cette présence, Claude François reconnaissait ce qu'il cherchait toute sa vie. Une forme d'autorité artistique que le public ressent sans qu'on la lui impose. Numéro 5. Elvis Presley. Lorsque Claude François évoquait Elvis Presley, il ne parlait pas seulement d'un chanteur. Il parlait d'un choc, d'une rupture. Elvis avait transformé la scène en un espace physique, presque électrique. Le corps devenait un instrument à part entière. Chaque mouvement provoquait une réaction immédiate du public. Claude François avait compris très tôt que la pop moderne naissait là, dans cette fusion entre musique et présence corporelle. Pour lui, Elvis représentait une liberté nouvelle. Une manière de s'approprier la scène sans demander la permission.
Claude François observait cette énergie brute avec admiration, mais aussi avec une lucidité froide. Il savait que ce type de charisme ne s'improvise pas, qu'il exige un abandon total, une confiance presque dangereuse en soi. Elvis osait ce que beaucoup n'osaient pas encore en Europe. Il transformait le concert en événement viscéral. Cette influence est visible dans toute la construction scénique de Claude François. Les chorégraphies, le rythme effréné, la manière de dialoguer physiquement avec le public. Mais là où Elvis semblait agir par instinct, Claude François, lui, analysait. Il décortiquait chaque geste, chaque réaction de la foule. Il ne copiait pas, il traduisait. Il adaptait cette énergie américaine à une sensibilité française, plus contrôlée, plus structurée. Elvis était aussi, pour Claude François, un avertissement silencieux. Le prix de cette intensité était élevé. La pression constante, l'épuisement, la solitude derrière l'icône. Claude François admirait la force d'Elvis, mais percevait aussi ses fragilités. Il comprenait que le feu qui attire les foules peut aussi consumer celui qui le porte. Dans cette admiration mêlée de distance, Elvis Presley restait une référence fondamentale. Le point de départ d'une révolution scénique. Celui qui avait montré que la pop n'était pas seulement une affaire de voix ou de mélodie, mais un langage du corps. Et pour Claude François, cette leçon-là était irréversible. Numéro 4. Michael Jackson. Lorsque Michael Jackson commence à s'imposer sur la scène internationale, Claude François observe avec une attention presque clinique. Il reconnaît immédiatement quelque chose de rare. Michael Jackson n'est pas seulement un chanteur doué ou un danseur exceptionnel. Il est une synthèse. Une vision totale du spectacle où la musique, le mouvement et l'image ne font plus qu'un. Claude François se reconnaît dans cette obsession du détail. Les répétitions interminables, le refus de l'à peu près, la volonté de contrôler chaque seconde du regard du public. Chez Michael Jackson, tout est pensé pour créer un impact précis. Rien n'est laissé au hasard. Cette rigueur parle profondément à Claude François. Lui qui a toujours vu la scène comme un territoire à maîtriser, pas comme un espace d'improvisation. Mais il y a aussi une différence fondamentale. Michael Jackson semble porter en lui une part d'enfance, une fragilité presque visible, qui nourrit sa créativité. Claude François, au contraire, s'est construit dans la discipline et la tension permanente. En observant Michael Jackson, il comprend que la vulnérabilité peut devenir une force artistique, que l'émotion n'a pas besoin d'être dissimulée pour être puissante. Ce qui frappe le plus Claude François, c'est la capacité de Michael Jackson à renouveler sans cesse son langage scénique. Chaque apparition est une réinvention. Chaque geste devient iconique. Claude François sait reconnaître un artiste qui ne se contente pas de suivre une époque, mais qui la précède. Il voit en Michael Jackson une version accomplie de ce qu'il a lui-même cherché toute sa vie. Un artiste total, capable de transformer un concert en expérience mémorable. Il n'y a ni jalousie ni comparaison directe, seulement un respect lucide. Claude François comprend que Michael Jackson appartient à une génération différente, à un monde plus vaste, plus globalisé. Mais il sait aussi que leurs exigences se rejoignent. Dans ce miroir tendu par le temps, Michael Jackson représente ce que la scène peut devenir lorsque l'ambition artistique ne connaît aucune limite. Numéro 3. Gilberte Bécaud. Face à Gilberte Bécaud, Claude François ressentait un respect d'une nature particulière. Bécaud incarnait une énergie purement française, presque volcanique, qui ne cherchait pas à séduire par la modernité, mais par la sincérité de l'élan. Sur scène, il ne dansait pas comme Claude François. Il ne construisait pas des tableaux millimétrés. Il brûlait. Simplement. Claude François observait cette intensité avec une forme d'admiration tranquille. Bécaud n'avait pas besoin de stratégies complexes pour captiver un public. Il avançait vers lui avec une émotion brute, directe, parfois presque excessive. Là où Claude François calculait, Bécaud se laissait porter.
Et cette liberté l'a impressionné profondément. Elle rappelait que la scène pouvait aussi être un lieu d'abandon, pas seulement de contrôle. Il n'y avait pas de rivalité entre eux, seulement deux visions différentes d'un même métier. Claude François savait que Bécaud appartenait à une tradition plus ancienne, plus lyrique, presque théâtrale, et pourtant il reconnaissait en lui un maître de la relation avec le public. Un artiste capable de faire vibrer une salle entière sans artifice, uniquement par la force de la voix et de l'émotion. Ce qui touchait le plus Claude François, c'était cette authenticité assumée. Bécaud ne cherchait pas à être à la mode. Il était. Et cela suffisait. Cette constance, cette fidélité à soi-même, résonnait comme une leçon silencieuse. Claude François comprenait que le succès durable ne repose pas seulement sur l'innovation, mais aussi sur la cohérence. Gilberte Bécaud représentait ainsi une autre voie possible. Une voie qu'il n'a jamais empruntée, mais qu'il respectait profondément. Celle d'un artiste qui, sans chorégraphie ni mise en scène sophistiquée, pouvait faire trembler un public entier. Et dans cette capacité brute à transmettre l'émotion, Claude François reconnaissait une grandeur qu'il n'a jamais remise en question. Numéro 2. Jacques Brel. Avec Jacques Brel, l'admiration de Claude François prenait une tonalité plus intime, presque inconfortable. Brel n'était pas un homme de chorégraphie, ni de refrains calibrés. Il était une tempête intérieure. Sur scène, chaque mot semblait arraché à une blessure. Chaque silence pesait autant qu'un cri. Claude François savait qu'il se trouvait là face à quelque chose qu'on ne fabrique pas. Brel incarnait une profondeur émotionnelle radicale. Il chantait l'échec, l'amour qui détruit, la peur, la lâcheté humaine, sans chercher à plaire. Cette liberté absolue impressionnait Claude François, mais elle le confrontait aussi à ses propres limites. Lui qui travaillait sans relâche pour offrir un spectacle maîtrisé, voyait chez Brel l'inverse exact. Une vérité brute, parfois dérangeante, mais toujours sincère. Claude François respectait cette capacité à mettre l'âme à nu. Il comprenait que Brel ne cherchait pas l'adhésion immédiate, mais la trace durable. Là où la pop s'efface parfois avec le temps, les chansons de Brel s'enfoncent dans la mémoire. Cette profondeur fascinait Claude François, même si elle appartenait à un territoire qu'il n'a jamais réellement exploré. Il y avait aussi, chez Brel, un courage artistique que Claude François admirait silencieusement. Le courage de s'arrêter, de quitter la scène au sommet, sans se retourner. Pour Claude François, toujours en mouvement, toujours en quête de nouveautés, cette décision restait presque incompréhensible. Et pourtant, elle forçait le respect. Elle rappelait que l'art n'est pas une course sans fin, mais parfois un choix de retrait. Jacques Brel représentait ainsi un miroir exigeant. Un rappel que la musique peut être un lieu de vérité absolue, sans compromis. Claude François ne cherchait pas à lui ressembler. Il savait que leurs chemins étaient différents. Mais dans cette différence, il reconnaissait une grandeur rare. Celle d'un artiste qui n'a jamais trahi ce qu'il était, même lorsque cela signifiait s'éloigner de la lumière. Numéro 1. Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, l'admiration de Claude François atteignait un autre niveau. Plus silencieux, plus profond. Aznavour n'imposait pas sa présence par le mouvement ni par la démesure scénique. Il s'imposait par le temps, par la durée, par cette capacité rare à traverser les décennies sans jamais perdre sa voix intérieure. Claude François voyait en lui un modèle presque inaccessible. Aznavour écrivait la fragilité humaine avec une précision douloureuse. Il parlait de l'âge, de l'échec, du désir, de la solitude, sans jamais se cacher derrière un personnage. Là où Claude François construisait des spectacles, Aznavour construisait des confidences. Et cette intimité assumée fascinait profondément. Il y avait aussi, chez Aznavour, une endurance artistique que Claude François respectait sans réserve. Continuer à chanter, à créer, à monter sur scène lorsque la jeunesse s'éloigne, lorsque la mode change, lorsque le public se renouvelle.
Aznavour prouvait qu'un artiste pouvait survivre à sa propre légende, qu'il pouvait évoluer sans renier ce qu'il était. Pour Claude François, cette longévité n'était pas seulement une réussite, c'était une leçon. Claude François savait que leur chemin était différent. Lui brûlait vite, intensément, dans une urgence permanente. Aznavour avançait lentement, avec une constance presque implacable, mais c'est précisément cette différence qui nourrissait le respect. Aznavour représentait ce que Claude François pressentait sans jamais pouvoir l'atteindre complètement. Une œuvre qui s'approfondit avec l'âge, au lieu de s'effacer. Dans les derniers regards portés sur sa carrière, Claude François reconnaissait en Aznavour une forme d'aboutissement. Non pas un rival, non pas un idéal à copier, mais une preuve vivante que la musique peut devenir une conversation durable avec le public, au-delà des modes et des générations. Charles Aznavour était ce point fixe. Celui qui rappelait que la véritable grandeur artistique ne réside pas seulement dans l'impact immédiat, mais dans la trace laissée avec le temps. Et dans ce silence respectueux, Claude François admettait une chose essentielle. Certaines voix ne disparaissent jamais vraiment. Elles continuent de parler longtemps après que la scène s'est éteinte. À la fin, lorsque le bruit de la scène s'éloigne et que les lumières s'éteignent, il reste une vérité simple. Claude François n'a jamais été un artiste solitaire. Derrière son exigence extrême, derrière son besoin de tout contrôler, il y avait une écoute permanente des autres, une attention presque obsessionnelle portée à ceux qui, chacun à leur manière, avaient repoussé les limites de la musique et du spectacle. Ces 6 artistes ne formaient pas un panthéon figé. Ils étaient des repères, des preuves que la grandeur peut prendre des visages très différents. La retenue élégante, la puissance physique, la rigueur absolue, l'émotion brute, la profondeur des mots, ou encore la fidélité à soi-même à travers le temps. Claude François ne cherchait pas à leur ressembler. Il cherchait à comprendre, à apprendre, à se situer. Avant de disparaître, en regardant son parcours avec lucidité, il savait que sa musique appartenait à une époque précise. Mais il savait aussi que l'exigence qu'il avait portée resterait. Cette idée que le public mérite toujours le meilleur, que la scène est un engagement total, et que l'admiration n'est pas une faiblesse, mais un moteur silencieux. Au fond, ces noms racontent autant Claude François que ses propres chansons. Il dessine le portrait d'un artiste en tension permanente, partagé entre la lumière immédiate et la trace durable. Et peut être que là réside son héritage le plus intime. Avoir compris que la musique est un dialogue, un passage, une transmission, et que certaines influences continuent de parler longtemps après que la voix s'est tue.